donc TVP de nous avoir accueillis dans ces locaux, hein, de nous prêter cette salle magnifique pour cette conférence du deuxième meet-up de FLUPA Toulon. Les remerciements étant faits, c'est quoi FLUPA pour les nouveaux? Donc FLUPA, c'est l'association française qui a pour objectif de promouvoir l'expérience utilisateur ou les pratiques liées à l'expérience utilisateur. C'est la petite sœur d'une association plus internationale qui s'appelle UXPA. Et comment on fait tout ça? On crée des événements hein, comme celui-ci, des meet-ups, des apéros, des ateliers de co-création. Il y aura aussi un challenge inter-antenne. Quelques chiffres rapidement. FLUPA, c'est aujourd'hui 17 antennes. La 17e étant celle de Toulon depuis août de cette année. C'est environ 4500 membres actifs sur les réseaux sociaux, soit sur meetup.com, soit sur LinkedIn, Twitter et autres Slack. Et une fois que les antennes gèrent leur vie locale d'atelier, il y a quand même entre antennes des échanges sur ces pratiques. Il y a des espaces sur le cloud tels que Google Drive pour échanger des bonnes pratiques, des outils, des sujets particuliers tels que le design thinking ou autres. Et FLUPA France, c'est 2 grands événements dans l'année. Les UXD, qui ont lieu généralement en juin. C'est 2 jours de conférences avec des conférenciers qui peuvent être internationaux. Cette année, il y a eu Steve Krug, qui est, Krug, je m'excusera la prononciation, qui est l'auteur du célèbre livre Don't Make Me Think, sur comment faire de l'utilisabilité simple, sans demander à l'utilisateur de réfléchir. Donc de réfléchir nous avant lui, hein, finalement. Et puis le deuxième événement dans l'année, c'est le UX Camp, qui cette fois-ci fait travailler les membres des antennes, alors, pas forcément les responsables d'antenne, hein, ceux qui sont membres de FLUPA, qui se regroupent pendant 2 jours pour travailler sur plusieurs sujets. Il y a plusieurs ateliers qui sont proposés, et puis là, on est entre experts du sujet de l'expérience d'utilisateur. Et donc, on va utiliser des outils comme le design thinking, la co-création, etc. Donc ce soir, on accueille Damien Lochner, qui, je vais le présenter rapidement. Merci d'être venu, Damien, d'être parmi nous, pour ce second meet-up consacré au design émotionnel. Donc, Damien, je vais essayer de ne pas me tromper. D'abord, on peut dire que tu es un slasher, ou pas loin, même si ce sont que 2 activités, pas 10, mais bon, c'est un début. Donc, Damien, tu es auto-entrepreneur, sur une activité de création de logiciels. Et... Pardon? Merci. Nouveau design émotionnel, interrompu pendant le discours. Donc, tu es auto-entrepreneur. Et ta société est plutôt spécialisée dans la création de logiciels et interfaces à machine. Petite erreur, bon, je te laisserai rectifier. Là où je vais moins me tromper, tu es enseignant-chercheur à l'université Aix-Marseille, dans le département psychologie, émotion, design émotionnel et ergonomie. En tout cas, il y a un peu de tout ça. Voilà, bien. Et puis, quand on regarde ton parcours, on se dit, mais c'est un peu un parcours atypique parce que tu n'étais pas forcément prédestiné à travailler sur l'ergonomie logicielle, puisque tu commences, après le bac, par des études orientées sur l'architecture urbaine. Donc, loin du design digital, mais finalement pas si loin que ça de l'expérience utilisateur, puisque tout projet urbanisme doit s'attacher à ce que va vivre l'utilisateur dans cette architecture. Tu fais pendant ce parcours donc 2 ans en Norvège à peu près, et là, pas de bol, pour des soucis administratifs, tu dois te taper 6 mois d'art plastique. Hein. Puis finalement,
finalement. L'art plastique va te mettre en contact avec le design, les champs... Oh, il y avait pas mal de choses, il y avait différents... On va revenir. Je sais pas si c'est super difficile de présenter quelqu'un dont je suis très admiratif. J'ai pas fini, hein. Bon d'accord, je sais que tu n'as pas fini. Oui, effectivement, cette expérience en Norvège m'a mis en contact avec plutôt le champ du design graphique, en fait, ou de l'art en général, et des notions de perception et d'émotion déjà, en fait, finalement. Et donc on a pratiqué beaucoup de techniques différentes, photo, entre les chines, impression, enfin, voilà, je ne sais pas où tu voulais aller ensuite, C'était le champ perceptif, voilà, le terme de champ perceptif. Et puis finalement, ce contact avec l'utilisation du design, ou le contact du design avec l'utilisateur t'ouvre la voie sur l'ergonomie, et tu continues en effectuant un master en 2009, si ma mémoire est bonne, à peu près. En ergonomie des IHM. Et là, ça te plaît tellement que tu enclenches et tu vas faire un doctorat, donc à Aix-Marseille, dans le département psychologie cognitive, et tu t'attaches à travailler sur le design émotionnel notamment, et ta thèse est principalement orientée conception centrée utilisateur, design émotionnel, tu travailles sur l'empathie, le design sympathie et l'hédonisme, un mot bien sympathique, qui est une doctrine philosophique selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance serait le but de l'existence humaine. Je comprends mieux maintenant le titre. Donc, dernièrement, tu viens de passer 2 ans au Canada. Donc là, on va profiter de ton retour pour explorer ce sujet. Tu te définis comme un obsédé de la qualité optimale d'utilisation et du design émotionnel. Donc maintenant, je vais te laisser la parole parce que tu vas nous expliquer comment travailler ou comment et pourquoi on doit s'attacher à faire le design, à utiliser le design émotionnel dans la création de produits et services. Merci à vous. Merci Pierre. Bon, du coup, j'ai un peu la pression maintenant. Alors, oui, en plus, c'est pas un sujet facile à présenter parce que c'est. Vous m'entendez, hein? Faut que je rapproche le micro peut-être. C'est un sujet qui est très très large avec beaucoup de manières de le prendre. Et en plus, je ne savais pas trop quelles étaient vos attentes. En général, j'essaie de faire des présentations centrées utilisateurs. Finalement, j'essaie de mettre un peu à votre place pour comprendre quel type d'informations vous souhaitez obtenir. Et là, j'ai regardé un petit peu l'affiche à l'entrée. Il y a des profils qui sont très 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 variés. Et bref, j'espère que ça va vous convenir. Et puis sinon, on pourra de toute façon, ça reste une introduction, on pourra tout à l'heure en discuter ensemble. Voire après 21h, si vous souhaitez prendre un verre ensuite, ça sera avec beaucoup de plaisir. Justement, plaisir. J'ai pas fait la transition extrême. Plus près, ok, alors. Ok, on va commencer par une petite vidéo. Alors, on va essayer de les comparer au travers de plusieurs filtres. En plus, ça va nous permettre de nous mettre d'accord sur certains points de vocabulaire que je ne sais pas si vous connaissez, peut-être aussi, vraisemblablement. Le premier élément, c'est l'élément d'utilité. J'espère, peut-être que ça vous parle. En fait, c'est à quoi est-ce que mon interface, mon produit, mon service, à quoi est-ce qu'il sert? En l'occurrence, il sert à monter ou à monter et descendre. Donc, si on le compare, l'escalator, si on n'utilise qu'un seul escalator, ne permet que de monter. Enfin, dans nos vidéos, on en avait 2 différents, un qui monte, un qui descend. L'escalier est un peu plus versatile en termes d'utilité. Il peut aussi bien servir à monter qu'à descendre. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et puis un deuxième critère d'évaluation, ça va être celui de l'efficacité. À quel point est-ce que mon interface me permet d'atteindre mon objectif? En fait, les deux permettent de monter ou de descendre, donc finalement les 2 interfaces sont comparables. Ensuite, un troisième niveau, c'est celui de l'efficience. Avec quel degré d'effort je vais pouvoir monter ou descendre. Et c'est là qu'on va faire une petite différence entre nos 2 interfaces. C'est que l'escalator demande beaucoup moins d'efforts. Il est automatisé, donc du coup j'ai besoin de moins de dépenses physiques. S'il est long, je vais aussi prendre moins de temps pour monter. Et puis il y a une troisième notion qui est celle de la satisfaction, que je vais mettre de côté pour l'instant. Mais disons qu'on peut dire que c'est lié au plaisir ou même à la prévention du déplaisir si on se réfère à des définitions un peu plus anciennes dans l'histoire.
Et donc, si vous croisez le terme utilisabilité, c'est un concept, une norme même, qui regroupe ces trois notions de efficacité, efficience et satisfaction. Et donc, évidemment, en ergonomie, c'est fondamental pour pouvoir évaluer la qualité des produits ou des interfaces ou des solutions. Alors, notre escalier, on va le modifier. Donc, c'est une équipe de designers qui a transformé la forme de l'escalier en forme de piano. Alors, j'ai pas le son, mais on va faire ding, dong, dong, ding, 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 dong, dong, ding. Alors, en fait, quand on marche sur les marches de l'escalier, les notes vont résonner, les notes correspondantes. Donc, si on est pianiste, on peut même tenter de jouer une partition avec l'escalier. Un peu acrobatique, mais c'est potentiellement possible de le faire. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi je ne sais pas si on peut parler de retour haptique, mais les marches s'enfoncent légèrement également quand on emprunte l'escalier. Donc, il y a une métaphore également, une similitude avec l'escalier qui est bien sûr employé, puis bien sûr le design visuel, les touches noires et blanches. Et au final, on peut mesurer une différence dans la fréquentation de l'interface escalator et de l'interface escalier. Pourtant, on est bien d'accord que dans ce cas de figure, il y a toujours le même niveau d'efficacité, d'efficience, d'utilité, tout ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est le ressenti émotionnel des personnes. Donc, ce petit exemple, je le trouve pratique. En fait, c'est le clavier qui ne fonctionne pas. Parce qu'il permet d'illustrer combien les émotions sont susceptibles d'influencer les comportements. Même si l'escalator reste plus facile à utiliser, plus efficient, si je reprends le terme exact, ça ne suffit pas à faire en sorte que les gens continuent de l'utiliser. Il y a une partie importante des utilisateurs qui vont continuer d'utiliser qui vont se mettre à utiliser l'escalier piano. Je pense qu'il y a sujet à débat sur cet exemple, mais ça risque de prendre du temps, mais ça sera peut-être justement l'un des sujets sur lequel on pourrait changer tout à l'heure. Alors, le ressenti émotionnel, ce n'est pas que pour le fun. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de travailler à déclencher des émotions positives chez les utilisateurs, mais ce n'est pas seulement pour leur faire plaisir. D'ailleurs, en fait, il y a des enjeux qui sont bien plus importants que ça. Par exemple, si on ressent des sentiments de sécurité, de confiance, de fierté ou d'excitation, on va pouvoir mesurer des différences de performance cognitive chez les usagers, des capacités de prise de décision, des jugements positifs, plus d'optimisme, de meilleure attention, des meilleures performances en mémoire, en apprentissage, en engagement. Et ce n'est pas des sensations, c'est vraiment des différences mesurables de performance. Alors ça peut sembler surprenant, la question sans doute que vous vous posez, mais pourquoi ? Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Donc si on soulève le capot, alors je m'excuse par avance parce que on va rentrer dans un chapitre 1 un petit peu abstrait. On va commencer avec une histoire. Imaginez que vous êtes dans le Grand Nord norvégien ou canadien, et puis que vous vous promenez. Pour l'instant, c'est plutôt joli, c'est aventureux. Et d'un seul coup, vous rencontrez un ours. Et l'ours, il n'a pas l'air sympathique. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'air sympathique ? Parce qu'il a un certain nombre d'attributs. Peut-être qu'il a mauvais haleine, enfin, c'est pas forcément pour être auquel on pense, mais c'est peut-être de ça. Il a une voix rauque, il a des grandes dents pointues. Il n'a pas l'air très amical. Et donc, pardon, je vais aller un peu vite. Donc, du coup, mon réflexe, ça va plutôt de vouloir prendre la tangente et de m'éloigner de l'ours. Soit je fuis en courant, soit j'y vais calmement selon mon niveau d'expertise par rapport à la rencontre des ours. En tout cas, je ne vais pas forcément avoir envie de venir me caresser, surtout quand il est comme ça. Alors, donc, du coup, j'ai un stimulus qui déclenche ici un comportement. Donc on va essayer d'analyser un petit peu ce cas de figure qui est assez simple pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Alors il y a plusieurs chercheurs qui depuis Arnold 1945, c'est assez ancien en fait comme question. Jusqu'au plus récent, ça va être jusqu'à aujourd'hui en fait. Et tous les chercheurs ne sont pas d'accord avec cette manière de comprendre le ressenti émotionnel. Il n'y a pas encore de consensus sur cette question-là. Alors, donc le stimulus va être évalué par notre système cognitif. Le terme anglais c'est appraisal, mais il n'y a pas vraiment de bonne traduction en français, donc ça se rapproche du concept d'évaluation.
Alors il va être évalué, c'est-à-dire qu'on va rapprocher le stimulus de ce que l'on connaît déjà, et notamment des expériences passées. Et dans l'expérience passée, les animaux qui ont une grosse voix, qui ont des grandes dents pointues, potentiellement qui ont une mauvaise haleine, c'est pas forcément quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est peut-être négatif, qui peut nous mettre en danger. Et ça, je le sais parce que j'ai déjà de l'expérience. Et par conséquent, je vais avoir un ressenti émotionnel qui va être déclenché par cette évaluation, positif ou négatif, d'attirance ou de répulsion. Donc là, par exemple, si c'est un enfant de 4 ans qui croise l'ours, au hasard, enfin, ça dépend aussi des enfants, vous allez me dire, mais peut-être qu'au contraire, il va assimiler l'ours à un nounours, et donc du coup à quelque chose de positif, d'attirant. Il ne sera pas forcément conscient du danger parce que ça ne correspondra pas à ses références et à son expérience. Et donc en fait, ce ressenti émotionnel va pouvoir affecter la prise de décision et le comportement. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se passe dans le cerveau, mon schéma est peut-être un peu simplifié, mais il y a de ça en fait. Et ce qui est intéressant pour nous en tant que designer, il y a deux choses qui peuvent être pertinentes de relever. La première, c'est donc l'impact sur la prise de décision et le comportement. Ça explique pourquoi est-ce qu'on peut mesurer des effets sur le comportement et les performances cognitives. C'est également intéressant de noter qu'en fait, les prises de décision, la réflexion et l'émotion sont intrinsèquement liées. On peut avoir tendance à se dire que la raison et l'émotion, c'est deux choses totalement différentes. Mais en fait, avec cette approche, il n'y a aucune prise de décision, aucun raisonnement s'il n'y a pas d'émotion qui l'accompagne. Alors c'est pas forcément conscient, c'est parfois extrêmement rapide en termes de traitement, mais du moins c'est l'une des conclusions de cette approche. L'autre point qui est très important, c'est les expériences passées. Ça c'est quelque chose qui est très différent d'un individu à l'autre. Et par conséquent, la manière de réagir à un stimulus va changer d'une personne à l'autre. Et on va voir, quand on va mettre ça en œuvre en tant que designer pour tenter d'influencer les émotions, que la catégorie, le segment utilisateur que l'on vise, est extrêmement important pour la finesse de la granularité du segment utilisateur va être une notion très importante pour tenter de maîtriser les émotions que l'on cherche à éliciter. Voilà, je ne sais pas où j'en suis, je vais regarder l'heure de développement. Ok, alors on revient sur cette petite pyramide. 15 minutes. J'en suis déjà à 15 minutes, il reste 15 minutes. Ouais. Ça va, super. Alors, l'utilisabilité, c'est un concept qui est assez ancien. Et la satisfaction, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose qui, historiquement, n'a pas trop été traité, ou n'a pas su être traité peut-être par les designers de l'époque. Et en fin de compte, c'était surtout la prévention du déplaisir. On va essayer d'éviter de frustrer l'utilisateur. Donc c'est un petit peu basique, on va dire, comme interprétation, du moins historique. En plus, le terme d'ergonomie en anglophone, dans le monde anglophone, est également connoté sur la partie ergonomie physique, et pas tant sur ce qu'on appelle aujourd'hui le design UX. Du coup, il y a certains chercheurs qui ont voulu compléter la notion d'utilisabilité parce qu'ils la considéraient incomplète, justement. C'est-à-dire qu'il manquait cette notion de plaisir de manière plus explicite. Plaisir et dos. Et donc, du coup, ces chercheurs ont proposé un nouveau concept, édonomie, qui pourrait peut-être aller au-delà de l'ergonomie en français si on cherche à faire la connexion, qui est un peu la science de la conception vers le plaisir. Et Hancock, Pepper et Murphy, ces trois chercheurs vont le placer au-delà de l'efficience, en fait au-delà de l'utilisabilité ou de l'ergonomie, comme étant une étape supplémentaire vers une qualité d'utilisation optimale. Alors pourquoi est-ce que j'ai représenté ça sous forme de pyramide, ou même d'ailleurs ces chercheurs-là, je ne l'ai pas forcément dit. C'est que pour pouvoir considérer une forme de plaisir, encore faut-il que, par exemple, mon escalator réponde à mon besoin, qu'il ne soit pas en panne, qu'il aille suffisamment vite et pas hyper lentement. Si j'ai des frustrations ou un sentiment d'échec, déjà à ce niveau-là, le plaisir, je ne vais jamais réussir à le générer. Donc en fait, la première règle,
en tant que UX designer ou ergonome, ça va être de faire en sorte que mes applications, mes produits et services fonctionnent bien avec le minimum d'efforts. Et si déjà c'est le cas, à ce moment-là, je peux tenter d'aller plus loin en suscitant du plaisir. Un autre point qui est assez intéressant dans ce modèle, c'est la progression du collectif vers l'individuel. Les notions d'utilité, est-ce que mon escalier me sert à monter ou à descendre, c'est relativement universel comme approche. Et plus je vais monter dans ma pyramide, plus en fait je vais concerner ou je vais adresser des besoins qui sont de plus en plus individuels, c'est-à-dire qui sont de plus en plus limités à un segment bien particulier de population. Et finalement, le plaisir ou la partie émotionnelle qui est sur le dessus, elle va toucher un segment très très précis de personnes. Si on pousse ce concept le plus loin possible, on va parler d'individuation. C'est une approche très idéaliste. C'est comme si on était capable de faire le produit, le service le meilleur possible pour un individu, pour une seule personne, mais vraiment le service qui soit le meilleur possible. Donc c'est vraiment quelque chose un concept théorique, abstrait, mais qui peut guider l'approche des designers. Alors, quelques petits exemples, parce que cette partie est peut-être un peu abstraite. Si on revient un petit peu concrètement, voilà un exemple de Mailchimp, qui est un service de newsletter, et qui est tiré de l'interface que l'on utilise pour souscrire à la newsletter. Pour souscrire au service de génération. Je reformule. Mailchimp, en fait, c'est un service qui permet d'envoyer les newsletters. Donc, on va s'inscrire sur ce service-là pour générer des emails en masse. Et donc, comme beaucoup de services, il y a un processus d'inscription qui peut être fastidieux. Il faut renseigner notamment un pseudo ou un username. Et habituellement, en fait, c'est une phase qui peut être un petit peu frustrante parce que, évidemment, moi je m'appelle Damien et il y a déjà plein de gens qui ont déjà créé un username qui s'appelle Damien. Et il va y avoir une erreur du type c'est pas possible, il y a déjà quelqu'un qui s'inscrit sur ce nom-là. Donc c'est frustrant et ça fait partie de la longue série de choses frustrantes qui peuvent se produire durant un processus d'inscription. Et donc du coup, les concepteurs de Mailchimp ont essayé de trouver des manières de faire pour limiter ce sentiment de frustration. Parce que l'objectif derrière, c'est d'augmenter le taux de conversion, le taux d'inscription au service. Donc là, je vais avoir un message un petit peu rigolo. Another user with this username already exists, maybe it's your evil twin speaking. Donc un autre utilisateur avec ce nom, avec ce pseudo existe déjà. Peut-être que c'est votre jumeau maléfique, ça fait peur. Donc, ce message d'erreur, il est rigolo, il y a de l'humour dedans, il est aussi surprenant. Donc il y a deux, stratégies qui sont employées de manière en background, en arrière-plan, de vouloir générer de la surprise et de l'humour. Et donc du coup, au lieu d'être frustré et me dire « bah non, mon nom est encore utilisé », je vais sourire. Et donc du coup, je vais tenter quelque chose d'autre. Peut-être que ça sera d'ailleurs un autre message d'erreur qui va apparaître. Je vais peut-être même jouer avec l'interface pour essayer de trouver les choses rigolotes. Et en fin de compte, je vais rester sur l'application et je vais finir par m'inscrire. Alors que si j'avais été frustré, j'aurais abandonné le formulaire et je serais peut-être allé voir ailleurs en fait. Donc du coup ici, on a un exemple d'utilisation de design émotionnel pour tenter d'augmenter l'engagement des usagers en fait, et donc de limiter le sentiment de frustration. Alors ce que je vous propose de faire, j'espère que je ne suis pas trop... j'arrête au niveau du timing. C'était d'essayer de repérer, comme ça, à travers un certain nombre d'exemples, comment est-ce qu'on peut associer une intention de design avec le ressenti des utilisateurs. Donc sur la gauche en bleu, on va avoir la stratégie de design employée par les designers. Et sur la droite, en rouge, on aura l'émotion ressentie par les utilisateurs. Et donc là, c'est connecté. Et c'est l'interface, l'artefact, en fait, si on peut appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas forcément une interface, ça peut être un produit ou un service, qui, de par sa présentation, donc là en l'occurrence c'était la manière dont était dessinée l'interface et le type de contenu qui était associé au message d'erreur,
qui est le support, enfin le stimulus en fait, qui va déclencher l'émotion. C'est ce qui est conçu par les designers et qui est perçu par les utilisateurs, un peu comme un médium en fait. Alors tout ça fonctionne à condition qu'il y ait une acceptation du sentiment du ressenti par les utilisateurs. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, le ressenti dépend du segment utilisateur. Là, je suis sur une newsletter et sur Mailchimp, en fait, on a utilisé la notion de Evil Twin, de Spooky, et ça fonctionne parce que les segments qui sont visés par Mailchimp sont réceptifs à ce type d'humour. Mais si on faisait ça sur un site de banque, par exemple, de banque généraliste, ou de banque corporate, ou institutionnelle, sur la santé, par exemple, ça fonctionnerait beaucoup moins, en fait. Ça ne correspondrait pas forcément aux attentes des utilisateurs ou au profil des segments visés. Donc du coup, la notion d'acceptation, c'est un petit peu la limite, la barrière, elle est importante pour déclencher ou non le ressenti visé du moins. Alors, quelques exemples. Alors, il n'y a pas toujours des interfaces dans mes exemples. Ici, on est sur des interfaces numériques, on est sur une voiture, évidemment, et vous pouvez identifier un certain nombre d'attributs, de contrastes, de couleurs. Alors, on est également dans un support commercial pour susciter le désir et optimiser l'acte d'achat. Je vais vous montrer une vidéo, mais malheureusement, j'ai peur que je sois encore en retard de mon timing. C'est une présentation pour un autre véhicule d'une marque concurrente que vous avez. En tout cas, ce qu'on peut repérer, c'est comme dans le visuel qu'on a vu précédemment sur Honda. Ce concept car de Peugeot, en fait, la stratégie du motion design, de la vidéo, est de mettre en valeur les matières qui sont employées, qui sont relativement novatrices pour ce concept car, même s'il date de quelques années déjà. Les matières, les formes, les contrastes, et donc on est vraiment sur des sensations, presque une sensation en termes de ce que je ressens en termes de toucher. Alors oui, mais on n'en pas, enfin, les cinq sens en fait. Et donc du coup, ces attributs graphiques, en quelque sorte, sensoriels, vont être le support d'une émotion quasiment instantanée. Instantanée au sens où ça va potentiellement prendre notre réaction, il y a des basses, des graves qui vont dans ce sens. Donc c'est ce que Donald Norman, un chercheur, designer américain, appelle le niveau viscéral de l'émotion. Ce sont des émotions qui nous prennent instantanément et qu'on ressent tout de suite, un petit peu comme des montagnes russes, par exemple. Puis il distingue deux autres niveaux. Alors là, c'est un couteau, là j'en ai un exemplaire avec moi. Ce couteau, en fait, les utilisateurs, enfin du moins le segment plus usagé, vont beaucoup l'apprécier parce que potentiellement il coupe bien. Si je coupe des carottes avec, ça va faire schlac, schlac, schlac. Il va me couper super bien et je vais avoir également du plaisir à l'utiliser. Donc c'est un autre niveau de ressenti émotionnel. C'est ce qu'on appelle du plaisir ou de l'émotion comportementale. Donc c'est un autre type de ressenti émotionnel qui est suscité, non pas viscéral cette fois-ci, mais lié au plaisir d'utiliser le produit. Puis un troisième niveau, alors en fait, en plus c'est super pratique, je peux l'ouvrir et le fermer d'une seule main. C'est destiné à des grimpeurs qui font l'escalade. Donc du coup, ils sont contents de pouvoir l'attacher à leur baudrier avec l'anneau et de pouvoir l'ouvrir et le fermer avec une seule main. Puis la troisième chose, c'est plutôt les textures, les couleurs. Alors ça n'a rien à voir avec l'émotion comportementale, parce qu'il va couper toujours aussi bien, il sera toujours aussi pratique. Mais en fait, si je le présente, en fait, je vais avoir l'impression d'appartenir à un groupe, le groupe des grimpeurs, le groupe des personnes qui aiment la nature. Et du coup, ça va être un reflet de mon identité.
et je vais avoir plaisir à m'y retrouver. Il y a beaucoup de marques qui jouent sur cette notion, notamment dans la publicité, le marketing, sur la notion sur le plaisir que l'on a à acquérir un produit parce qu'il va améliorer l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc ça, c'est un troisième niveau de type réflectif, tel que le définit Norman. Et dans la partie réflective, il y a en fait l'ensemble des plaisirs plutôt intellectualisables. Par exemple, le plaisir que j'ai à jouer aux échecs, pour rentrer également dans ce troisième niveau. Donc si on reprend notre schéma, on peut donc commencer à développer le type de ressenti de plaisir que l'on peut générer chez l'utilisateur. Viscéral, comportemental et réflectif. Une autre notion qui est assez intéressante, c'est... Alors là, je suis dans le pied de page de Vimeo, qui est un service de vidéo que vous connaissez. Dans le pied de page, alors c'est une capture qui date de 2017, mais en fait, cette stratégie a été implémentée il y a déjà beaucoup d'années. Dans ma perception, c'est l'un des tout premiers services marqués, fait avec amour dans le pied de page. Et alors, ça a l'air simple comme manière de faire, mais en fait, il y a beaucoup de stratégies derrière. Fait avec amour, déjà, il y a la complicité avec l'utilisateur d'employer un symbole. Il y a le ressenti du designer des concepteurs de l'application envers les utilisateurs, qui est en l'occurrence de l'amour. Donc il y a un témoignage de l'affection que porte l'équipe de conception envers les usagers. Et il y a surtout la preuve qu'il y a des humains qui sont en train de travailler sur Vimeo pour nous aider, nous en tant qu'utilisateurs. Donc derrière ce petit message, il y a en fait beaucoup de choses qui se cachent. Et c'est en fait une approche de design d'empathie. Que grâce à ce petit mot, je perçois que l'équipe de conception pense à moi. L'équipe de conception ressent de l'empathie envers moi. Je ne suis pas un cible client, je suis quelqu'un à qui l'on pense et que l'on cherche à assister. Donc l'empathie, ça va être une autre notion qu'on va pouvoir ajouter à notre diagramme. Je vais essayer d'accélérer doucement pour ne pas vous mettre trop en retard. Ah tiens, la vidéo fonctionne. Ici, on est dans une application qui sert à faire des wireframes. Et puis, il y a une fonction un petit peu particulière. What should I make for dinner? Ça va peut-être un peu vite. Donc, il se cache dans le menu d'aide. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que dans une application de wireframing, il y a une aide pour le repas du soir? Et donc, si on clique dessus, on va se retrouver sur le site de l'éditeur et sur lequel, effectivement, je vais avoir des recettes de cuisine. Donc, c'est un exemple qui peut sembler surprenant. Et justement, la notion de surprise, ça va faire partie des émotions positives. Mais en fait, l'explication, elle est cachée en bas du site web ici. Enfin, la vidéo est passée un petit peu vite. Mais c'est-à-dire en fait que, si je traduis rapidement, on sait ce que c'est, il est 5 heures du soir. Alors ça peut être beaucoup plus tard que ça quand on réalise des wireframes. Vous avez une journée super difficile et créer des wireframes fantastiques pour votre nouveau projet. Et donc en fait, ce qui est masqué par les lignes de flottaison, c'est que en fait, l'équipe de Balsamiq a pensé aux utilisateurs designers. Ils savent qu'ils n'ont rien à manger dans leur frigo, qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller faire leurs courses, qu'ils sont charrettes pour leurs clients. Et donc du coup, ils proposent toute une série de recettes de cuisine pour les aider à dîner le soir compte tenu de leur situation. Donc là, on est allé un petit peu plus loin que de la pure empathie, puisqu'on propose une solution aux designers. C'est-à-dire qu'on leur propose, on les aide pour de vrai, et c'est pas juste on pense à vous, c'est difficile de travailler le soir. On apporte une solution en plus du sentiment de partage, de compassion en fait. Donc là, on est dans de la sympathie, au sens où on apporte une solution. Alors, c'est pas certain que les designers fassent les recettes de cuisine, mais l'objectif n'est pas tant là en fait, mais c'est surtout de témoigner de la sympathie envers les usagers. Donc on peut également le positionner sur le diagramme. Donc l'empathie. Okay. Voilà, donc on peut placer la sympathie juste après l'empathie, parce que l'empathie est nécessaire avant de pouvoir générer de la sympathie. Et puis ça correspond également au modèle que j'ai travaillé avec Nathalie Bonardel à l'Université d'Aix,
qui cherche à développer la notion de plaisir ici. Pour l'instant, on a un gros triangle plaisir, mais en fait, on peut le décliner en d'abord le sentiment positif, puis la perception d'empathie des concepteurs, puis la perception de la sympathie des concepteurs. Et plus ça va, plus on tisse une relation humaine, j'allais dire, mais amicale, comme un ami, avec l'usager. Alors bien sûr, j'ai évoqué les attentes, l'évaluation des attentes des usagers. Oui. Excusez-moi. Le diagramme en triangle, quand on parle de plaisir ou de sympathie, ça ne pousse pas à l'égoïsme personnel? Alors je ne le comprends pas du tout comme ça, ce diagramme en fait. Alors c'est peut-être une question intéressante. On va dire nos grands-parents. J'ai pas entendu. À l'époque, nos grands-parents, c'était même encore aujourd'hui, un plaisir de, par exemple, de faire à manger. On n'avait pas besoin de food, pas besoin de trucs pour faire les meilleurs plats. Parce que nos meilleurs plats, en fait, c'est nos grands-mères ou nos parents. Et là, on voit par exemple balsamique, comme je l'ai dit. C'est, je sais pas, on n'a pas besoin de ça. Enfin, pas comme ça. C'est surtout ça pour moi. Efficacité, utilité. Non mais effectivement, en fait, l'égoïsme en fait personnel. Le sens de balsamique, c'est justement le designer, il est isolé dans son travail potentiellement, pas forcément, mais potentiellement. Et donc du coup, on va lui apporter un réconfort en montrant qu'on pense à lui. Et ça, c'est une stratégie des concepteurs pour nouer une relation plus amicale et plus forte avec l'usager. On pourra peut-être en reparler ensuite sous forme de tableau d'échange. Ok, j'en étais aux attentes. Donc en fait, un autre volet assez important du design émotionnel, c'est la capacité à mesurer ou à, ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière, d'évaluer ce que ressent effectivement l'usager. Donc il y a un petit outil que je suis en train de développer qui s'appelle Emotional Tag. Je pense, je ne vais pas avoir trop le temps d'en parler, on verra si ça vous intéresse au cours de discussion. Mais en gros, c'est un outil d'aide aux entretiens individuels, ou même parfois en individuel, avec ici un petit diagramme qui permet de prendre une note discrète sur le ressenti émotionnel de l'utilisateur durant l'entretien. Je vais passer dessus, mais si jamais vous voulez en savoir plus, on en parlera ensuite. Un autre outil qui existe, une autre méthode, c'est celle des cartes d'empathie, Empathima. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le design empathique. Alors c'est un petit peu sibyllin cette notion parce que faut pas confondre le design d'empathie et le design empathique, donc ça rapproche beaucoup. Là c'est une stratégie qui consiste, côté designer, qui consiste à s'approprier les besoins de l'utilisateur, de se mettre à sa place, de ressentir ce qu'il ressent. Et la réalisation de cartes d'empathie, notamment dans la case Feelings ici, permet de pain points, d'expliciter de manière très claire ce que ressentent les utilisateurs. J'accélère un petit peu. On a également les UX Maps. Alors, il y a plusieurs noms différents pour ce type d'outils, où selon les différentes phases du scénario d'utilisation, on peut également noter le type de ressenti de l'utilisateur. Alors bien sûr, cette identification sert surtout à identifier des solutions potentielles dans les solutions qu'on met en place. Alors ce diagramme, on va pas le développer outre mesure parce qu'on va manquer de temps, mais on pourrait le développer beaucoup plus. Voilà un petit peu où j'en suis à ce stade de la recherche. Et il y a donc beaucoup d'éléments en termes de stratégie de design et de type de ressenti chez les utilisateurs, avec aussi des raccourcis sans forcément passer par un artefact. Et donc le danger, le risque de cette approche, c'est qu'on multiplie les stratégies les unes par rapport aux autres et qu'elles ne soient pas fédérées. Et que finalement, on se retrouve avec des ambitions de la part des designers qui partent un peu dans tous les sens, qui ne soient pas forcément contrôlées ou fédérées, et qu'à la fin on ne maîtrise pas du tout le ressenti chez les utilisateurs finaux. Donc c'est également quelque chose qui fait écho au modèle théorique de l'expérience utilisateur que peut-être vous connaissez. Et l'une des manières de faire, c'est de comparer la personnalité souhaitée, celle que le designer cherche à
réalisée, en fait, à concevoir, et celle qui est effectivement perçue par les utilisateurs finaux. Donc un dernier exemple, et puis je vais m'arrêter là. Un travail qui avait été fait, c'était d'essayer de réaliser une application à destination des personnes âgées, enfin des aidants qui s'occupent des personnes âgées, dans un contexte d'habitat intelligent. Et donc le travail qu'on avait réalisé en entretien, c'était d'identifier si l'application était une véritable personne, qui serait-elle. Alors on avait comme ça des fiches avec des mots-clés, rassurant, intelligent, compréhensif. Puis on avait également des visuels pour essayer d'identifier quel serait le personnage le plus pertinent. Et puis on essayait de mettre en rapport les intentions d'attributs de personnalité avec ce qui caractérisait ces différents personnages. Et ce type de travail a permis de réaliser ce qu'on appelle un design persona. Alors ce n'est pas un user persona, mais c'est en fait une entité qui représente qui est l'application. Donc là, ce n'est pas un utilisateur que l'on représente, mais c'est l'application que l'on est en train de concevoir, qui a des traits de personnalité, qui est empathique, sympathique en l'occurrence, qui est digne de confiance, rassurante. Donc le fait que ce soit une femme, médecin d'un certain âge, ça correspond à des attributs qui avaient été identifiés en entretien. Et donc cet outil a permis de fédérer l'ensemble du choix de conception, par exemple la charte graphique, et également la manière dont on a conçu l'application, la manière dont elle s'exprime, notamment au niveau d'un chatbot. C'est un exemple de travail de design émotionnel au travers d'un design personnel. Voilà, donc je termine sur ce dernier exemple. Je suis désolé si j'ai pris un peu plus de temps que prévu, je ne me rends pas compte du timing. Et puis j'ai peur aussi que ça va être un peu dense, mais enfin voilà, si vous souhaitez qu'on discute, qu'on échange autour de ces notions, je serai ravi. Par rapport au piano, là, je reviens sur le piano. En termes d'efficience, les gars ils vont monter beaucoup moins vite parce qu'ils vont vouloir s'amuser. Donc en fait, tu dévies en fait de l'objectif là. Certes, ils vont utiliser les escaliers, mais en fait, ils vont jouer en fait avec les escaliers. Ils vont pas... Ouais, ça fait partie des observations que l'on peut faire, c'est que l'évaluation d'un produit, d'un service, elle devrait se faire en fonction des objectifs des usagers. Donc, par exemple, se faire plaisir, ça ne correspond pas forcément à attraper mon train avant qu'on peut être en retard. Ça ne correspond pas non plus au sportif qui fait exprès de prendre l'escalier parce que comme ça, il s'entraîne. Donc il faut forcément relativiser par rapport aux objectifs d'utilisateur. Alors je ne suis pas rentré dans ce débat parce que sinon, mais c'est l'une des observations pertinentes effectivement qu'on peut faire. Il y en a d'autres. Sur cette escalier, je vais faire une petite remarque. En fait, il y a aussi l'objectif du design. Parce qu'il y a un mot, il y a un mot sur la marche. En fait, si je ne m'abuse, c'est ce qu'on appelle un nudge. Ouais. Qui est en fait comment amener, puisque la marche met en gros de prendre l'escalier pour être en bonne santé. Donc en fait, le but, c'est pas forcément juste de répondre aux besoins de l'utilisateur de monter et descendre, puisqu'il y a l'escalier et l'escalator, mais c'est aussi, dans ce cas-là, de répondre aux besoins de faire en sorte que les utilisateurs aillent de plus en plus vers l'escalier. Donc là, après, on pourrait se poser des questions sur, finalement, la technologie, on a fait l'escalator, mais on se rend compte que c'est pas bon. Voilà. Mais du coup, en utilisant un peu plus l'escalier, ils sont en meilleure santé. Et au fur et à mesure, ils n'auront plus besoin, c'est l'objectif marqué, de musique pour reprendre les escaliers. Je veux dire, il y a juste un risque en cherchant le plaisir, comme de se loguer et de chercher le message qui vient apparaître. Mais au bout de 5 minutes, je ne sais plus pourquoi je suis sur le site. L'intérêt, c'est de savoir quel est le message que je vais pouvoir afficher en écrivant n'importe quel login. Voilà. Je pousse un peu les choses. Moi, la question que ça me fait poser, l'escalier, c'est en fait, qu'est-ce que ça stimule? Est-ce que ça stimule plutôt l'expérience ou l'usage, Parce qu'au final, si le but c'est de développer un nouvel usage sur le long terme, ancré dans la vie des gens, c'est mieux de prendre l'escalier. En fait, là, c'est une expérience qu'on leur propose, mais c'est clairement pas ça qui va faire que ça va changer la vie d'Internet, parce que je
supposons que ce soit l'escalier que le mec prenne tous les jours pour aller bosser. Le premier jour, il va passer dessus, il va trouver ça drôle. Dès le deuxième jour, il reprend l'escalator en fait. Ouais. Donc en fait, ça modifie pas son usage, mais par contre, ça procure une expérience qui peut-être avec le nudge va le faire réfléchir en se disant que voilà, c'est une petite goutte dans l'eau et peut-être que s'il en voit assez des choses comme ça modifiera son usage, mais ça c'est une expé assez marrant. Mais je crois que c'est exactement ça. En plus, ce sont des expérimentations, enfin, c'est pas des expérimentations, ce sont des installations temporaires. Je pense que l'objectif, c'est effectivement de sensibiliser à une problématique. Mais du coup, c'est une bonne remarque parce qu'en fait, les stratégies de design que j'ai présentées un petit peu de manière uniforme dans leur possibilité d'être utilisées, en fait, il y en a qu'on va utiliser plutôt pour attirer l'attention, comme celle-ci par exemple. Sur le court terme, ça fait une fois qu'on a monté l'escalier, une fois, deux fois, trois fois, peut-être qu'à la fin même on en a marre d'avoir les notes de musique, c'est peut-être même contre-productif de laisser trop longtemps. Et puis il y a d'autres stratégies de design qu'on va utiliser pour, au contraire pour maintenir l'attention ou la fidélisation sur le long terme, mais c'est pas forcément les mêmes. Et là en l'occurrence, je crois que dans cet exemple précis, il s'agissait justement de faire vendre un magazine sur la santé ou d'influencer sur la connaissance d'un nouveau service. Donc c'est une installation un petit peu publicitaire et effectivement à court terme. Mais ça revient à ce que tu dis. Mais bon, après ça reste un bon exemple pour expliquer. Non mais c'est ça, en fait ça marche bien pour, je pense, pour montrer en quoi un design un peu innovant ou alternatif ou travailler en direction de certaines personnes peut fonctionner. Mais en fait ça dépend vraiment de l'objectif qu'on fixe à ce truc-là, quoi. Ouais. Si l'objectif c'est d'éveiller la conscience, je pense que ça le remplit très bien. Ou si ça peut vendre des magazines, c'est ça l'objectif, ça doit sans doute être efficace. Si l'objectif c'est de modifier un usage, ça le remplit à peut-être à 1% parce que ça contribue, on va dire, à la compréhension générale du problème. Ça a d'autres stratégies, par exemple la gamification au hasard, qui sont liées à l'émotion, et qui sont plus dans des stratégies de long terme de fidélisation et d'influence du comportement sur le plus long terme. Ouais. Donc du coup ça pourrait être couplé à des scores ou ouais, voilà. Tous les trackers de fitness et machin, ils utilisent un peu ça. Votre travail, là, il a été réalisé en France ou au Canada? Les deux. Est-ce que derrière, justement, moi qui sens la culture sous-jacente derrière, est-ce que ça peut se déployer vers des pays asiatiques, par exemple, où la notion d'individualisme et de collectivité n'a pas le même sens, où la satisfaction et le plaisir n'a pas forcément le même... Enfin, n'est pas sur cette pointe-là, forcément. Alors je connais pas bien la culture asiatique, donc du coup je ne saurais pas répondre pour cette culture en particulier. Je pense que le cadre théorique reste valide, au sens où on tient compte des particularités individuelles pour définir les attentes, les besoins, la fameuse limite de l'équation du stimulus par rapport aux attentes et au contexte et aux objectifs d'usage. Donc je pense que ce cadre théorique reste valide, mais bien sûr les solutions qu'on va mettre en œuvre ne seraient pas les mêmes, puisque là on a des grosses différences culturelles. Mais les différences culturelles, quand je parle de culture, c'est vraiment au sens large. Là c'est la culture, géographique, liée à des histoires, la culture telle qu'on l'entend habituellement. Mais ça peut être aussi des différences d'expertise, d'expérience, des tranches d'âge, de milieu, de couches socio-professionnelles, etc. Et tout ça, ça va déclencher des caractérisations des segments que l'on vise qui peuvent réorienter les choix de stratégie de design, et notamment de designisation. Comment tu mesures l'efficacité de ton design émotionnel? Parce que le designer qui fait une blague sur MailChimp, ok, et c'est avec son humour. Alors il essaie de cibler aussi l'humour de la communauté qu'il cible. Pour autant, un message comme celui-ci, je suis pas sûr moi d'aller à la fin de la lecture de ce message parce qu'il est rouge. J'ai vu que c'était l'erreur, et voilà. Et donc je suis pas tombé dans le panneau positif de l'émotion. Comment je mesure tout ça pour m'assurer que ça marche finalement? Alors c'est une question qui est super difficile. Alors oui, donc ça a occupé beaucoup de mon temps de travail en fait, de recherche, et puis d'ailleurs j'ai pas eu le temps de totalement finaliser cette question. Il y a une manière, il y a des approches, on va dire, en laboratoire, c'est-à-dire où on cherche à isoler les variables, parce qu'en fait il y a énormément de variables que l'on peut... Quand on mesure le ressenti émotionnel d'une personne durant une tâche, il y a beaucoup de choses qui vont s'accumuler. Par exemple,
Si elle a eu un problème dans sa vie privée la veille, ça va être mesurable. Si elle aime pas, si c'est une tâche de lecture sur un film, peut-être qu'elle n'aime pas dans l'absolu lire tout court, elle n'aime pas le film que l'on documente dans le test. Il y a énormément d'éléments qui peuvent affecter le ressenti, qui ne sont pas du tout liés aux stratégies de design émotionnel, qui sont l'un des éléments parmi d'autres. Donc j'ai travaillé sur ces expérimentations-là pour tenter de mesurer l'impact de la seule variable design émotionnel sur le ressenti utilisateur. Et du coup, c'est des travaux qui sont... quand je me suis engagé dans la thèse, je les avais un peu sous-estimés, puis c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu trouver des moyens d'isoler l'impact du design pur, indépendamment des autres variables de ce que l'on ressent. Donc ces effets, en fait, on va les mesurer plutôt en laboratoire, parce qu'on est capable de supprimer les autres variables qui génèrent le ressenti. Et ça, c'est pas forcément évident pour un usage en agence, par exemple. Il y a une autre manière de faire qui est plus en situation écologique, c'est-à-dire en dehors du contexte expérimental, où là on va plutôt mesurer non pas le ressenti, mais les effets du ressenti sur les usages. Par exemple en faisant de l'A/B testing. Si j'ai une population qui bénéficie de ma stratégie design et une population qui n'en bénéficie pas, est-ce qu'on peut mesurer des différences, par exemple sur le taux de conversion, sur l'engagement, sur est-ce que je reste plus longtemps sur l'application, si c'est un objectif visé. On peut également, même en entretien, dans un focus group, on peut aussi prendre note, un petit peu comme l'outil que j'ai présenté tout à l'heure, des termes qui sont employés par les utilisateurs pour décrire leur ressenti ou leur expérience. Et dans les mots qui sont employés, il y en a certains qui sont porteurs de descriptifs émotionnels et qui vont traduire leur ressenti. On peut utiliser des questionnaires aussi qui sont destinés à mesurer le ressenti émotionnel. Donc il y a pas mal d'outils en fait qui sont envisageables pour faire des mesures de l'effet de la stratégie. Je ne sais pas si je réponds à cette question. Pour continuer la question, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des ergonomes qui sont spécialisés là-dedans? À ma connaissance, non. Parce que c'est un sujet qui est relativement récent. Il y a eu, quand j'ai commencé ma thèse, il y a environ 4 ans, il y avait, plus que ça, quand j'ai terminé il y a 3 ans, il y avait 5 ans, ça fait bientôt 10 ans, ça passe vite. C'était un sujet qui était un petit peu à la mode, et alors c'est un sujet qui est toujours actif, mais j'ai l'impression qu'il y a des complexités dans la recherche qui font qu'il y a une forme de plateau. C'est-à-dire que plus on avance dans la recherche, plus ça devient compliqué d'avancer davantage. Un petit peu pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur la difficulté de mesurer une émotion en laboratoire. Puis en plus, moi je travaille en société individuelle en fait, donc ce qui fait que j'ai pas trop de feedback sur ce que font les ergonomes en agence. Sur les réseaux d'échange entre ergonomes, je vois peu d'échanges sur ce sujet. Donc j'ai l'impression que c'est pas encore passé en mode applicatif. Alors, déjà pour information, la user experience, donc, déjà faire en sorte que ce soit agréable à utiliser sans être tout de suite dans l'émotionnel. Oui. Déjà rien que ça c'est frais, enfin c'est récent. Flupa existe depuis 2008 et en fait moi j'ai commencé à diffuser le sujet, en parler dans mes anciennes expériences en 2012 et c'est là que Flupa a vu le gap, le saut où il y a au UIT de juin, ils ont peut-être doublé ou triplé le nombre de participants. Donc déjà, rien que l'expérience utilisateur de base, c'est-à-dire plus juste faire de l'ergonomie, mais faire quelque chose qui fait que ça va vite et c'est pratique, voilà, c'est frais. Alors j'imagine que ça... J'ai quand même l'impression que ça existe pas mal, mais plutôt du côté, on va dire, la CAT de l'UX, en mode comment exploiter, parce que ça en fait c'est de la connaissance, mais comment on peut l'exploiter pour jouer sur des émotions pas forcément très positives, mais qui vont quand même mener à une action positive pour la compagnie. Par exemple, c'est toute la frustration qu'on met quand par exemple, on joue à un jeu vidéo où il y a des achats in-app, des trucs comme ça, ou une application qui va vous dire bah voilà, vous pouvez pas, je sais pas, de rencontre, qui va dire vous pouvez pas envoyer plus de temps de messages si à un moment donné vous n'avez pas acheté des crédits ou un truc comme ça. Et donc on joue un peu sur les frustrations, sur il y a pas mal d'applis à un moment donné, ils se sont fait un peu défoncer des App Store, mais qui jouaient sur le côté secret. Il y a un truc que quelqu'un veut vous dire,
mais si vous faites pas ça, bah, vous savez pas ce que c'est. Donc en fait, il y avait ce côté un petit peu émotion qui était plutôt de la curiosité, du voyeurisme, de la frustration, des choses comme ça, qui là pour le coup semble beaucoup plus facile à générer chez les utilisateurs que des trucs super positifs, quoi. Alors ça, je le range dans la catégorie du design persuasif, notamment de l'influence. Ouais. Mais effectivement, ça c'est plus sur le volet des émotions négatives. Mais là, pour le coup, je pense pas qu'on ait des bénéfices sur les bénéfices que j'évoquais tout à l'heure sur l'amélioration des performances cognitives. Parce que c'est des émotions négatives. Ah ouais, non, je pense que c'est très bénéfique, on va dire, en espèce de lance très méchante pour les apps ou les services. C'est vrai que c'est une bonne remarque parce que ça rejoint la question de l'éthique du design, de la place du designer dans les choix de conception. Et donc peut-être d'un besoin de fédérer les designers. Enfin, j'en profite pour lancer un éventuel sujet qu'on pourrait faire sur le design éthique au sein de l'Africa. Parce que c'est vrai, une vraie question. Autant les psychologues sont censés appartenir à une charte de bon usage de leurs connaissances, et notamment d'influence cognitive dont ils disposent. Autant les designers, à ma connaissance, dans leur formation, n'ont pas ce type Alors, de... il y a Harald Balkan qui est un des papes du design éthique, on va dire, pratique, quoi, qui a vendu un truc qui s'appelle le Ethical Design Manifesto, une espèce de pyramide de Maslow avec en bas ne pas mettre la vie des gens en danger quand on conçoit nos services. Ensuite, il y a le respect du temps, de la valeur humaine, et en haut, il y a justement l'expérience utilisateur, le côté émotionnel, satisfaction, etc. Mais si tu n'as jamais entendu parler de ce truc-là, tu vas voir, parce que il fait des comptes. D'ailleurs, il en a fait une au Ben Mix l'année dernière, en ouverture, où il parle essentiellement de ça. C'est un peu un porte-étendard de design éthique, quoi. C'est ça, en fait le design éthique existe, mais je voulais dire, c'est la bonne volonté des designers. Les designers ne sont pas obligés de suivre des démarches de design éthique. C'est à eux de s'investir et de se déclarer appartenant à cette mouvance de design éthique. Et c'est la différence avec les médecins ou les psychologues, où eux, dès lors qu'ils ont leur diplôme, ils doivent respecter des chartes. Je ne sais pas s'ils doivent le signer. Le serment d'Hippocrate. Voilà, c'est pas la même. Le serment d'Hippocrate chez le médecin, et c'est peut-être quelque chose d'aussi officiel qui pourrait manquer chez les designers, bien que bien sûr les chartes comme le manifesto sont. Alors moi je connaissais plutôt l'association des designers éthiques en France, qui a été créée il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans, qui est assez intéressante aussi. Enfin bon bref, c'est un autre sujet, mais c'est connecté. Il y avait aussi une autre question là, je crois. Oui, vous avez fait la distinction entre le design persuasif et le design émotionnel. Oui. Et en fait, justement, moi je mélangeais un petit peu les deux en me disant, alors l'émotion, on peut avoir des bonnes intentions, par contre sur l'éthique, on peut avoir des bonnes intentions ou des intentions plus mercantiles, voire encore d'autres. Vous la mettez où la frontière entre le persuasive design et l'émotionnel design? Alors en plus dans la présentation, la frontière elle est assez floue. Le design persuasif, c'est quelque chose qui est construit pour tirer parti des biais cognitifs ou des nudges pour influencer le comportement des personnes. La technique du pied dans la porte, les notions de variable d'engagement. Par exemple, si je vous demande un tout petit effort facile et que vous acceptez de le faire, ensuite vous serez plus enclin à aller plus loin. Voilà, donc ça c'est typiquement du design persuasif. Alors ce que j'appelle design émotionnel, c'est lié, mais c'est plutôt l'intention du designer à produire une émotion bien déterminée chez l'utilisateur final. Donc c'est les approches sont affect et action plutôt, enfin engagement. C'est ça. Bon, là on voit le piano, là c'est un peu compliqué de persuasif ou émotionnel. Mais il y a... Le design persuasif c'est plutôt de la psychologie sociale, entre autres. Enfin, c'est un petit peu tout dire. Alors que le design émotionnel, c'est lié plus à la cognition et à la manière de susciter des émotions. Mais forcément, il y a des passerelles entre les deux. C'est pas un cas où ton intention c'est de générer un comportement, alors que l'autre c'est de générer une émotion. Oui, mais l'émotion permet de générer un comportement. Donc c'est pour ça que les deux sont difficiles parfois à dissocier. Si donc tu génères une émotion par le design émotionnel, si on change de point de vue et que c'est l'émotion qui te traverse, je pense qu'il y a des gens ici qui sont préoccupés, qui peuvent être intéressés par ça. On imagine que je suis sur un bateau,
Ouais. et que je dois être dans une opération un peu compliquée, et puis il y a le feu, il y a un truc. Est-ce qu'il y a des études là-dessus Ouais. Ok. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai un doute sur la définition, je crois que l'affective computing, qui existe depuis les années 80, est dans ce domaine-là. Alors, il y a de plus en plus de capteurs grand public pour la détection d'émotions, notamment en électrodermal, par exemple, c'est le même système que pour les... Les montres connectées. Ouais, c'est ça, que les détecteurs de mensonges, en fait, parce que dès lors qu'on a... Alors, oui, ça m'emmène un peu loin dans l'explication. Il y a différentes manières de définir l'émotion, de la mesurer, il y a différentes dimensions dans l'émotion. Ce que mesure ce type de capteur, c'est en gros l'excitation. C'est-à-dire si je suis plutôt apaisé, assoupi, ou est-ce que je suis surexcité. Il n'y a pas de notion de valence pour ce type de capteur. C'est-à-dire est-ce que c'est négatif ou positif, c'est pas possible de le savoir, du moins avec ce type de capteur. Et donc du coup ça permet de savoir s'il y a un niveau d'excitation. Mais c'est également des choses qu'on utilisait pour les personnes âgées. La détection d'activité, qu'est-ce que la personne est en train de faire dans son domicile, comment est-ce qu'on peut l'assister. Est-ce qu'elle est en panique ou est-ce qu'elle est... Je crois qu'il y a une start-up à TVT justement qui est capable de mesurer en laboratoire, du moins pour l'instant, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire des personnes à distance, notamment au travers des murs. Quand j'ai vu ça l'autre jour, c'était un peu bluffant et du coup on peut en tirer des... Alors je pense pas que ce soit leur optique, mais on pourrait potentiellement l'utiliser pour faire de la détection de l'émotion. Une fois qu'on a la manière, le moyen de mesurer l'émotion dans un système, on peut bien sûr adapter la réponse du système. Vous avez mis le système pour ça. Oui, une autre manière c'est de filmer le visage de la personne. Alors c'est un petit peu moins fiable, enfin on va parler longtemps des différentes mesures de l'émotion. Mais l'expression faciale peut être détectée en temps réel, et du coup on peut adapter la réponse du système en fonction de ça. Enfin si on parle pas, si on parle de style, mais il y a aussi ça qu'on peut utiliser. Que je réfléchisse. Bon, après il y a plein d'autres solutions, mais elles sont peut-être plus invasives. Et le CG. Voilà, mais le CG c'est invasif, c'est-à-dire que je suis sur un bateau et on détecte ce que je ressens. Il y a le rythme respiratoire, la pression artérielle, le CG, l'électromyographie, c'est-à-dire la mesure de la contraction musculaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La dilatation pupillaire aussi, qu'on peut utiliser. Comment? Après les usages qu'on en fait, c'est effectivement des normes. Mais la dilatation pupillaire, ça peut être employé dans un casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle aussi. Bon, c'est pareil, il y a des limites aussi à la technologie, mais je pense que la montre connectée avec l'électrodermal, c'est sans doute le plus simple aujourd'hui à mettre en œuvre. Vous aviez une question? Ah, c'est la même. Vidéo, par exemple, on va jouer sur l'aspect social, de se connaître avec des humains derrière. C'est sur les digital, on passe ça maintenant sur le dans un groupe d'humains. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux que je ne citerai pas. J'utilise l'appartenance sociale de manière différente et surtout, en Europe, c'est bien connu, parce qu'on peut supprimer son compte. Une page qui devient noir et blanche, ou si on quittait cette fois-ci un groupe social, c'est exactement le pattern, mais c'est d'un côté pour retenir l'utilisateur sur ce groupe social, et de l'autre côté pour montrer qu'il y a des humains derrière. L'éthique du design, je pense qu'il faudrait réussir à faire une soirée sur ce thème-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, c'est marrant qu'on coïncidence, il y a Thomas Gamet, que tu connais, un pote à moi, qui se désinscrit de je ne sais plus quel service. Et en fait, il annule son abonnement, et là où on annule son abonnement, il y a une fenêtre modale qui apparaît, et il y a 3 personnes, qui sont 3 employés de la société, et il y a marqué, alors lui, il essaye d'économiser pour un voyage, lui, c'est un père de 2 enfants, dis-nous sur lequel des 3 on doit retirer l'abonnement. Et là, t'es comme un con, et il y a marqué, tu veux toujours continuer ou tu veux rester? Et donc là, t'as l'impact émotionnel, parce que là, du coup, tu te dis, mais en fait, là, mon abonnement de X euros par mois, il va être genre retiré du salaire d'un de ces mecs-là, physiquement. Donc lui, il a des enfants, lui, il veut aller en voyage, et lui, il veut acheter une nouvelle maison.
putain, c'est chiant. Donc, le rapport humain, il est tout à fait différent. C'est un vrai sujet. Ouais, mais voilà, tu vois. Je pense qu'en plus, on n'est pas préparé à ça. Je pense notamment aux enfants. C'est ultra surprenant. Qui sont confrontés notamment au modèle économique de certains jeux vidéo sur mobile. Et donc, du coup, ils n'ont pas de recul. Mais je trouve qu'il y a beaucoup. On est des cibles faciles parce que pour résister à certaines stratégies de design persuasif, il faut savoir les repérer pour commencer, il faut les identifier. Et une fois qu'on les a identifiés, il y a des livres, enfin je crois peut-être conseiller sur ce sujet-là, mais je ne les ai pas en mémoire. Il y a moyen de se déculpabiliser, de retourner le système, mais c'est pas évident. Et, il y a un bouquin sur... et ça mériterait, je pense, au niveau de l'éducation, de sensibiliser notamment les enfants sur ces techniques, parce que là c'est un peu c'est trop facile en fait de les capturer. Il s'appelle le bouquin, c'est Influence, Psychologie of Persuasion par Robert B. Cialdini, et ça parle exactement de ça. Ça décrypte toutes les mécaniques par lesquelles justement le marketing ou la communication essaie de t'influencer pour que tu puisses mieux t'en prémunir, et te donne même des tactiques quand tu te fais arrêter dans la rue par les mecs qui veulent que tu donnes des associations, etc. Eux, ils ont des techniques hyper bien rodées pour te pousser à signer, et en fait tu les retournes sur eux-mêmes comme une tortue sur la carapace. Parce que tu leur décris la mécanique avec laquelle ils essaient de... Ouais, ça c'est une bonne référence. Il y en a une autre, c'est Persuasive Design, je crois que ça s'appelle, qui est intéressante aussi. Persuasive Technologie. Mais ça c'est effectivement une bonne référence. Bon, après c'est pas vraiment le sujet. Un chapeau. Je prépare. Encore une question pendant que je prépare. On ne voit pas apparaître beaucoup dans votre présentation la notion d'esthétique. Ah oui. Donc, justement, les émotions que ça peut susciter. On veut savoir si c'était normal ou si c'est parce que c'était caché derrière d'autres émotions. En fait, elle est là. Enfin, elle est inclue, mais pas visible. C'est peut-être un autre diagramme que je vais présenter. En fait, ici, il y a la forme. C'est ce qui apparaît, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on perçoit de prime abord en tant qu'utilisateur. C'est même pas de prime abord, c'est uniquement ce qu'on perçoit. Alors que le reste, l'ordinateur, c'est possible de chercher la chose qu'il veut. Le reste, en fait, on n'en a pas forcément conscience. D'où justement, ce qu'on évoquait sur la vulnérabilité de certains publics sur les interfaces web. Là-dedans, en fait, dans l'arcéphage, c'est là. Les stratégies qui sont là vont influencer d'une manière ou d'une autre la forme au sens large de mon interface si on parle de l'IHR. Dedans, il va y avoir les proportions, les couleurs, la typographie, le style rédactionnel, etc., etc. Et forcément, ça va influencer, quand on parle d'esthétique, je me permets de le retraduire comme étant le ressenti émotionnel des personnes par rapport à une présentation en termes de couleurs, de proportions, etc. Voilà. Donc en fait, l'esthétique, elle est un peu la conséquence, entre autres, de l'ensemble des stratégies. Donc elle est inclue dans cette catégorie au milieu. Enfin, c'est l'interprétation de la forme par l'utilisateur qui constitue l'esthétique. Ouais. On voit bien les applications pour tout ce qui va être plutôt grand public. Vous avez bien expliqué au début, ça va cibler le public pour avoir vu par l'émotion. Dans un contexte où on s'adresse plutôt à des professionnels, vidéoconférences, où l'émotion est plutôt bannie ou en tout cas contrôlée, est-ce que le design émotionnel a sa place et de quelle façon? Et alors, pourquoi milieu contraint, par contre, j'ai du mal à comprendre. Alors, on pourrait prendre l'aéronautique, comment je vais faire du design émotionnel sur un pilote de ligne, comment je vais faire du design émotionnel sur un marin, sur un kayak. Alors, il y a une plus-value, par exemple. Il y a une grosse plus-value, c'est la lutte, on va dire, contre la résistance au changement. Ouais. C'est-à-dire que quand on change d'application, parce qu'il y a des designers ou des ingénieurs qui ont travaillé dessus et qui, du coup, objectivement, c'est peut-être le petit mot-clé, objectivement, la nouvelle application permet un gain de productivité, d'efficience, de rapidité de travail, etc. Mais subjectivement,
c'est pas forcément bien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à l'expertise. L'opérateur qui travaille sur son IHN depuis des années est habitué à des raccourcis, des manières de faire, des méthodes, des méthodologies. Et forcément, si on lui propose une interface nouvelle, quand bien même elle serait plus rapide, plus efficiente, il y a forcément une perte de performance. Ça veut dire qu'il va rentrer plus tard le soir, il va avoir plus de boulot, forcément ça va générer de la frustration. Et du coup, le fait d'améliorer le plaisir d'utilisation, ça va venir compenser plus ou moins. Alors ça dépend de la qualité de ce qu'on propose et ça dépend aussi du niveau de frustration de la personne, plus ou moins. Donc, du moins, d'une certaine manière, ça peut participer à limiter la résistance au changement. Donc ça, c'est l'une des applications possibles. Alors, je réfléchis. Puis après, on va tomber sur les mêmes bénéfices que pour les applications grand public, c'est-à-dire le plaisir d'utilisation, va générer davantage d'engagement et globalement plus de plaisir à travailler. Mais peut-être que le viscéral, dans des cas comme ça, il est peut-être moins adressé. Non, mais ça sera peut-être des émotions de type comportemental, c'est le plaisir d'utiliser cette application. Ou la chance que j'ai d'être dans cette société qui emploie un logiciel de comptabilité qui est super attractif, alors que mon collègue que je connais qui est encore dans le vieux logiciel, bonne chance pour lui. Enfin, voilà. En même temps, c'est pas parce qu'on le contraint qu'il n'existe pas. Hein. Contraint, c'est-à-dire... Enfin, qu'on le laisse pas s'exprimer, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Le viscéral. Ah oui. Ouais, alors les émotions de type viscéral, c'est des choses vraiment à court terme. Alors, je suis pas sûr qu'en interface on les utilise beaucoup, sauf, plutôt plus en marketing, en publicité. Sauf dans les parts d'attraction, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Effectivement, ou pour retenir l'attention, mais très vite, en fait, vu qu'on est sur le très court terme, on va passer sur d'autres stratégies pour maintenir l'intention de s'engager. Donc le viscéral pour les designers d'IHM, c'est pas trop l'axe le plus utile, on va dire. Je sais pas si... Je génère un peu d'émotion, c'est bon? On y va? Ouais, c'est des émotions négatives. Ah non, alors je me suis posé pas mal la question comment générer un peu d'émotion pour ce petit cadeau de Noël. J'ai imaginé plein de scénarios, la fameuse roulette pour que tout le monde voit, ça tourne et ça tourne, et on attend, on a le numéro, mais pour rester donc dans le sujet. Puis j'ai imaginé un système un peu à l'envers. Je tire et finalement, à chaque fois que je tire, j'élimine. Là, je me suis dit c'est un peu l'émotion très très négative, donc pas bon. Et je voulais pas non plus qu'on tire tout de suite le gagnant, histoire de faire un peu de plaisir, hein, jusqu'au moment où c'est la frustration. Donc ce que je vous propose en fait, c'est on va en tirer 3, qui sont un peu comme les remises des Oscars en fait, hein, des Césars pardon, et de dire voilà, ces 3 sont potentiellement gagnants et après de ces 3 on tirera le... donc en fait on en frustre que 2, mais frustre tout le monde. Finalement, on en frustrer que 2, voilà, qui je paierai une bière pour nous rattraper sur le... Ok, il y a un autre consolation. Ça vous va? Il y a un autre. En espérant. Allez. Du coup, c'est toi qui vas avoir la main heureuse ou malheureuse pour certains. On en tire un chacun. Et un troisième. Donc les potentiels gagnants vont avoir donc une première émotion positive. Est-ce que vous avez des numéros? Oui, tout le monde a son numéro, en principe. Alors, il n'y a pas de 8 donc, nous avons Hugo, qui est potentiel gagnant, puisque le 2 a été tiré. Le 6. T'as vu, tout est bien fait, c'est digital. Hein. Donc, Samuel, contrôle exactement. Les deux, Hugo, et le dernier, donc Loïc. Bon, maintenant, on remet
Ah, c'est nul quand même. Vous êtes content? Avez-vous eu déjà une première émotion positive? Oui, ton jeu, c'est nul. Donc il y en a un des trois qui n'aura pas droit à la vie. Système des grands électeurs. Donc, C'est le gagnant de Schrödinger. Tout le monde est gagnant et perdant jusqu'à ce que tu tires. et là, on fait tirer un des potentiels gagnants. Comme ça, si c'est son numéro. Bon, on va pas le tirer. Ah, tu tires le gagnant ou un des perdants là? Ah Là, j'ai tiré les deux. Fais tirer perdants. jusqu'au bout, mais Voilà, il a tiré les deux perdants, mais on les annonce pas. Allez. Donc, le gagnant de ce soir, c'est Loïc. Ah. Loïc, il faut venir ici, du coup. Hein. Les autres, vous avez gagné une bière. Kevin, je te laisse prendre une petite photo, hein, on va aller jusqu'au bout. Réseau social. Donc avec un petit jeu de mots, hein, je sais pas, wish you a Merry Christmas Eve, oui, hein, pas mal, hein, voilà. Et dans le bâtiment comme ça. Beaucoup de recherche. Je vous laisse ouvrir. En principe, c'est Oh, merci. dans la